chers collègues, d'abord bonjour, merci d'être là. Le séminaire que j'ouvre ce matin prolonge le cours que j'ai donné autour du thème « Comment hériter, comment léguer » il y a 2 ans. Le passage du savoir d'une génération à l'autre obéit aux mêmes règles qui soutiennent le passage des biens. Un passage fécond dans les domaines du savoir suppose des maîtres et des élèves, des écoles, des amitiés, des fidélités, certes pas des carrières. Il y a des maîtres reconnus et des maîtres oubliés, mais dont le rôle est aussi important que celui des maîtres dont la renommée assure la présence. Nous évoquerons des personnalités du XXe siècle dans les lettres et les arts, et je remercie vivement les collègues, les amis qui vont contribuer à cette couronne de mémoire et de fidélité. Ces maîtres ont tous des traits communs: la discrétion, la profondeur de vision, la largesse d'esprit. C'est aussi, de ma part, une manière de remercier tous ceux qui m'ont permis d'être quam vis indignus ici, dans cette institution. J'aurais voulu évoquer d'autres maîtres également qui nous ont quittés récemment: Jean Starobinski et Michel Jeanneret, Michel Butor et Yves Bonnefoy. Pour les 2 premiers, Starobinski et Jeanneret, 2 colloques nous réunirons les prochaines semaines et mois, au mois de mars à Genève pour Michel Jeanneret, au mois de novembre à Genève et Paris pour Jean Starobinski. Quant à Michel Butor, sa conversation sur le temps que nous partageâmes à Saint-Émilion va paraître les prochaines semaines. D'Yves Bonnefoy, nous attendons la Pléiade, j'espère continuer les journées du mois de juin en son honneur. Je voudrais encore rappeler des maîtres qui ont été essentiels pour moi, chacun évidemment à sa filière. Je les cite, mais je n'ai pas eu la possibilité de créer et d'avoir suffisamment de temps pour les rappeler tous. D'abord, Raoul Mancelli, historien du Moyen-Âge, qui disait toujours que l'hérésie est la partie battue non gagnante de la vérité. François Secret, kabbaliste chrétien à la Renaissance, reste l'un des grands volumes pour comprendre cette Renaissance. Ezio Raimondi et, disparu hélas il y a peu de semaines, Jean Delumeau, que je commémorerai à notre prochaine assemblée du Collège. Avant de présenter les 2 auteurs que j'ai choisis pour cette ouverture et que vous voyez là, Giovanni Getto et Jean Rousset, et donc le cœur même de la critique du baroque au XXe siècle, permettez-moi de prononcer ici le nom de Georges Steiner, qui vient de disparaître le 3 février 2020, ne fût-ce que parce qu'il a précisément consacré l'un de ses livres à maître et disciple. Donc il est pleinement au centre de notre réflexion. George Steiner, né à Neuilly en 1929, et qui a longuement enseigné à Genève la littérature comparée de 1974 à la retraite en 1984, est l'un des grands critiques et maîtres du XXe siècle. J'ai eu le privilège de partager les activités de la faculté des lettres à l'Université de Genève. Il venait d'être nommé, c'était une époque inoubliable. 1974, nomination de Georges Steiner
1975, nomination de Michel Butor, alors que Jean Starobinski et Jean Rousset étaient déjà là. Et juste un peu plus tard, Bronislav Batchko. Un privilège énorme. J'étais tout jeune et là, il suffisait de passer dans la salle à côté et on avait toutes sortes de leçons, et sans compter que le prestige à ce moment-là de l'Université de Genève était tel que Roland Barthes y venait constamment comme invité et Michel de Certeau également. Donc on n'avait peut-être même pas le temps de suivre tous ces maîtres. Georges Steiner a eu, à cause aussi de sa tradition familiale, des grands soucis, puisque c'était une famille juive pendant la période nazie, son séjour aux États-Unis, à Genève, en Angleterre, en France. C'est vraiment un homme cosmopolite. Il connaissait plusieurs langues. Il s'était consacré à la théorie du langage, à la théorie des genres littéraires. Il disait avoir 3 langues maternelles, l'allemand, l'anglais, le français, et il avait aussi une grande conscience de la tradition classique. Quand il arriva à Genève, on a tout de suite perçu son attitude vers un registre tragique. C'est-à-dire qu'on comprend mieux l'aventure humaine si on ne cache pas le côté tragique qui nous accompagne. Et c'est pourquoi il avait commencé précisément par un volume, La mort de la tragédie, paru au Seuil en 1965, et il avait tout de suite manifesté cette polarité en publiant Tolstoï ou Dostoïevski. Donc, si vous voulez, la recherche d'un apaisement personnel et social, une recherche d'harmonie, Tolstoï, ou alors l'accent mis sur le côté tragique de nos existences, Dostoïevski. Et puis, je pense que ça fait vraiment partie d'une trilogie, langage et silence. Nous reviendrons sur ces éléments quand nous parlerons de l'expérience de Jean Rousset. Il y a eu ensuite un livre célèbre, traduit chez Albin Michel en 1978, mais paru en anglais en 1975, après Babel, une poétique de la traduction, qui est devenue célèbre, traduit en toutes les langues. Il y a aussi eu je dirais, un retour à cet aspect tragique, mais nourri cette fois de la pietas. La tragédie peut être, je dirais, palliée par la pietas, et c'est un autre livre célèbre et qui m'est peut-être le plus cher, Les Antigones. Les Antigones, paru en 1984, mais traduit en 1986 chez Gallimard. En partant de ce concept qui lie tragédie et expérience humaine, il faut rappeler aussi réelle présence et l'autre magnifique volume, Non passion spent, Passion impunie, c'est la traduction française, un recueil d'essais de 78 à 96. Et puis, comme je l'ai évoqué, Maître et disciple, et un autre petit livre savoureux, Une certaine idée de l'Europe, paru chez Axud en 2005. Et puis, pour terminer, parce qu'un regard rétrospectif, les livres que je n'ai pas écrits, tout ce qu'il aurait voulu écrire et qu'il n'avait pas écrit. Notre amitié, comme je dis, a été longue.
nous avions commencé à Genève. Je rappelle le premier séminaire commun, George Steiner, Jean Starobinski, Michel Jeanneret, moi-même et d'autres, l'image de la Révolution française dans les littératures. Et bien sûr, le côté le plus critique de la Révolution venait de George Steiner, évidemment. Après, quand je suis parti de Genève, nous avons continué nos rapports. Je rappelle là également un cours extraordinaire à la Fondation Cini, Les langages du rêve. Là aussi, donc un cours de 82 et le volume désormais épuisé, rarissime, très cher même dans les libraires antiquaires. C'est donc les langages du rêve. Et là, il y avait encore une fois Jean Starobinski, mais Ignacio Mateblanco, André Chastel, Alain Mandelbaum, Ezio Raimondi, Andrea Zanzotto, poète, Cesare Musatti, l'un des fondateurs de la psychanalyse en Italie, puisqu'on parlait de rêve. Et l'intervention de Steiner était très aiguë, l'historicité des rêves. Deux questions adressées à Freud. Parce que nous rêvons par rapport à ce que nous intégrons dans la partie nocturne de notre expérience de ce qui est autour de nous. Et Steiner avait là lancé une espèce de fil d'attention autour de l'historicité des rêves. Puis, je l'avais invité à Turin quelques années après, au début des années 90, et là, je me permets d'évoquer cet aspect anecdotique, mais qui dit bien la personnalité de George Steiner. C'était une conférence sur les Lumières, et à la fin, bon, il y a eu évidemment, c'était dans la pleine vigueur de sa renommée, de journalistes qui l'interrogeaient, et l'un d'entre eux, malheureux, lui dit « Ah, mais monsieur Steiner, on dit couramment que vous êtes conservateur, et là, vous avez tenu un propos d'une grande ouverture. » Alors Steiner, avec son humour cruel quelquefois, mais toujours très efficace, répond à ce journaliste « Monsieur, vous me blessez. Je ne suis pas conservateur, je suis réactionnaire. » Et les réactionnaires ont cet avantage par rapport aux révolutionnaires, qu'ils comprennent avant et ils réagissent tout de suite. Et le pauvre journaliste parti complètement détruit. Je n'ai pas eu le courage de lire le résumé dans le journal du jour d'après. Je dis cela pour une raison aussi plus profonde, parce que si vous prenez l'œuvre, je dirais cet aspect des passions que la tragédie met en scène, c'est un peu une constante de la pensée de George Steiner. Et vous prenez un autre grand livre qu'on pourrait mettre à côté, Action et réaction de Jean Starobinski. Le sujet est apparemment le même, mais Jean Starobinski essaye toujours, comme dans la théorie chimique du XVIIIe siècle, d'avoir, grâce à l'action et à la réaction qu'elle suscite, un point final d'équilibre. Alors que Steiner est plutôt attentif au moment où la réaction se détermine et suscite, sollicite les pulsions les plus cachées de notre esprit. Et donc là, en effet, je me rappelle, quand il y avait eu ce séminaire sur la Révolution, on voyait bien les deux tempéraments, mais aussi la différence profonde de leur recherche. Et enfin, je me permets d'évoquer, parce que ça compte beaucoup aussi dans l'histoire personnelle de George Steiner, j'ai eu l'occasion, et j'ai encore ici le texte que j'avais lu, de discuter, de présenter à Milan en 2012
l'un des ouvrages qui me semble ne sont pas traduits en français, c'est-à-dire son livre dont en italien on a mis comme titre le livre des livres, mais il s'agissait d'un texte de quelques années précédentes dont le titre anglais est Préface to the Hebrew Bible, préface à la Bible hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, on dirait du côté chrétien. Et il tenut un propos vraiment fort qu'il a repris aussi dans une interview successive donnée au journal italien La République, où il disait le vrai problème aujourd'hui n'est pas l'Ancien ou le Nouveau Testament, mais c'est qu'aucun des deux testaments n'est plus lu. Et là aussi, il voulut prendre une attitude, si vous voulez, tragique, mais très réaliste. Et il tissa une espèce de cartographie ou géographie des livres essentiels de l'Ancien Testament pour comprendre au moins un petit peu de la littérature, et notamment Genèse, Exode, les psaumes, le Cantique des Cantiques, qui sont les lamentations de Jérémie, Jonas, Job, qui sont fondamentaux pour lire un texte jusqu'au commencement du XXe siècle. Et c'était dans le grand amphi de l'université de Milan, de l'université catholique de Milan, et on voyait très bien que les jeunes, en écoutant cette liste de livres, étaient vraiment dans les conditions que Steiner avait rappelées. Et il fut d'une grande lucidité. Il évoqua aussi des éléments très importants en disant, mais on aura le temps peut-être d'en discuter dans d'autres occasions, le fait que, comme on reste dans cette série de livres qui n'ont pas un accomplissement, puisque le Messie est toujours promis, mais il n'est pas là, et le rôle, disons, de synthèse qu'on attribue dans le christianisme au Christ n'est pas là, mais alors il y a d'autres tensions, il y a un élan de diasporique, pour ainsi dire, un souffle diasporique, et il avait tissé vraiment une poétique extraordinaire que j'ai trouvé rarement dans, disons, une conscience de la traversée du temps faite en attendant quelqu'un qui n'est pas arrivé ou qui n'arrivera pas. Et je termine ce préambule qui est déjà long, mais trop court pour George Steiner, en vous invitant en effet à lire ses œuvres et à retrouver un peu dans ce temps qui égalise tout les accents forts, même si tragiques, de notre expérience humaine. Je mets les Antigones vraiment comme un livre important, un livre de chevet dans notre expérience. Je viens maintenant à ces deux maîtres qui ont eu une biographie parallèle et des études communes, notamment le baroque, à savoir Giovanni Getto. Ils étaient à peu près vraiment du même âge. L'un est né en 1913 et meurt en 2002, et Jean Rousset en 1910, donc juste un peu plus âgé, et meurt au même moment. L'un au mois, Getto au mois de juin et l'autre au mois de septembre 2002. C'est une génération qui n'avait évidemment pas ni ordinateur, ni Google Books, ni tout ce que nous avons aujourd'hui, mais qui se parlait mieux que ce que nous faisons dans notre temps. Et je dois bien sûr dire avec beaucoup de
reconnaissance que Giovanni Getto était mon maître. Ses œuvres, malheureusement, ne sont pas traduites, peut-être à cause de la qualité de son style extrêmement soigné. Il est difficile de traduire des textes quand le style est si propre à une langue. Et Jean Rousset fut le second maître quand j'arrivais tout jeune à Genève. Je voudrais, pour vous donner un peu le rythme de cette matinée, parler d'abord séparément de l'un et de l'autre, et puis voir les traits communs, de temps en temps revenant à des éléments plus évidents. Je voudrais d'abord commencer par une question qui les a réunis. Pourquoi le baroque après la Deuxième Guerre mondiale? C'est vraiment l'un des grands thèmes. Et je rappelle d'abord les données de fait, mais la question que je vous ai posée reste fondamentale. Pourquoi le baroque après la Deuxième Guerre mondiale? Alors, les données de fait sont simples, mais riches en même temps. Giovanni Getto publie en 1949 le volume Lirici Marinisti, donc poètes qui ont imité Giambattista Marino, comme deuxième tome d'une anthologie en 2 volumes, poèmes choisis de Giambattista Marino et poèmes des auteurs qui sont lui proches. Mais ce volume est publié à Turin donc en 1949, arrive sur les bureaux qu'il faut, de sorte que quelques années après, précisément, Jean Rousset fera une longue recension dans la revue que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, Lettere Italiane, avec le titre « Quelques réflexions en marge d'une anthologie mariniste », publiée en 1954, où Jean Rousset, en rendant hommage à ce collègue, disait ce que Giovanni Getto dit de la poésie baroque en Italie vaut également pour la France et pour l'Allemagne, en donnant quelques exemples. Alors, pour l'Allemagne, il donne des exemples à partir de 2 auteurs qu'il avait lui-même traduits de l'allemand au français, et nous reviendrons à la fin de cette matinée sur l'activité de Jean Rousset, traducteur, et vous verrez, il y a des grandes surprises. C'est pourquoi je vais commencer par un maître qui a 2 fois malheureusement oublié, aussi dans cette partie de traducteur. Michel Jeanneret a publié dans ce livre, L'aventure, Jean Rousset, l'aventure baroque, en appendice, les traductions de Jean Rousset, qui sont surtout Andreas Gryphius et encore plus Angelus Silesius, donc le grand mystique baroque allemand. La traduction est d'une grande finesse, je dirais d'une grande finesse stylistique. Quelquefois, je dirais que le texte de Rousset améliore même Angelus Silesius, par exemple, dans le texte allemand, Der Mensch soll nicht ein Mensch bleiben, et Jean Rousset traduit l'homme ne doit pas rester homme, homme dépasse l'homme et l'exalte au plus haut, car Dieu dans sa maison ne reçoit que des dieux. C'est l'un des grands textes de Silesius, mais qui réduit de quelques syllabes le texte allemand et le rend plus essentiel. Réduit la longueur du distique allemand de Silesius, et comme vous pouvez l'entendre, car Dieu dans sa maison ne reçoit que des dieux. Et cette activité de traducteur de Jean Rousset a certainement aussi rendu plus fine la manière de lire les textes de la tradition baroque. Et non seulement alors Jean Rousset fait cette recension, mais tout de suite après,
en 1953, il publie la littérature de l'âge baroque en France. La littérature, donc, c'est juste dans le même contexte, le livre est là, la littérature de l'âge baroque en France, Circé et Le Pan, et quelques années plus tard, en 1961 d'abord chez Armand Collin et puis toujours chez son éditeur, c'est-à-dire José Corti, l'anthologie de la poésie baroque française. En même temps, Giovanni Getto avait fait la même opération et donc non seulement l'anthologie Les Lirici Marinisti, mais aussi un grand volume qui réunissait ses études sur le baroque en prose et en poésie, Barocco in prosa et in poesia. Nous pouvons donc dire que les deux auteurs, dans les mêmes années, avec un esprit de parfaite collaboration, l'un ayant choisi la lyrique baroque italienne, l'autre ayant choisi la lyrique baroque française et allemande, traduction pour le français, une large anthologie, avait publié en même temps les textes et un regard critique. Jean Rousset a encore continué sa recherche sur le baroque et non seulement il y a ce livre posthume, L'aventure baroque, mais un livre très émouvant chez Corti, Dernier regard sur le baroque, une espèce de regard rétrospectif, et puis encore, là c'est un hommage posthume que nous avons fait, c'était la conférence qu'il avait donnée à l'Université de Turin en 1914 et que nous avons publiée en 2000 pour lui rendre hommage. Et ce texte que je citerai a comme titre « Mon baroque ». Mon baroque. Qu'est-ce que c'est pour moi le baroque? Non seulement donc ils ont ce parcours commun, mais il faut dire que le baroque a été un axe essentiel de la critique pour comprendre le XXe siècle. Disons d'abord que la grande collection Scrittori d'Italia, écrivains d'Italie, inaugurée, fondée par Benedetto Croce en 1910, commence précisément avec un titre que Giovanni Getto reprend à la lettre, Lirici Marinisti, un volume énorme de 600 pages. Et lui aussi, Benedetto Croce, publiera après, quelques années après, l'histoire de l'âge baroque en Italie, pensée, poème, littérature, vie morale, en 1928. Donc, quand après la guerre, en tout cas en Italie, on recommence avec ces Lirici Marinisti, c'était aussi un signe pour renouer une tradition glorieuse qui s'était développée avant la parenthèse du fascisme, et c'est avec cette tradition qu'il fallait renouer. Giovanni Getto avait eu des élèves les tout premiers élèves du lycée qui avaient participé à la résistance, et l'un fut tué par des fascistes à Ivrea, près de Turin. C'est un jeune auquel il consacra une petite biographie, et le geste de commencer en 1949 avec le même texte, avec la même, je dirais, perspective par laquelle Benedetto Croce avait inauguré les écrivains d'Italie, c'était aussi en soulignant la fragilité humaine, la vanité des choses du monde, réagir, contrecarrer, s'opposer au mythe héroïque du fascisme. Il fallait, je dirais, retrouver quelque chose de moins rhétorique, de plus substantiel, de plus fondamental. Même chose nous pourrions dire pour Jean Rousset, qui, dans ce même livre que j'ai cité,
l'aventure baroque, dit, pour finir, je le cite, une question, peut-être sans réponse évidente. Pourquoi l'art baroque? L'art, sans le mot dont il pourrait désormais se passer, a-t-il choisi notre XXe siècle, notre après-guerre, pour retrouver sa légitimité, pour être reçu et goûté au même titre que l'art roman ou le gothique, ce qui est surtout vrai en France, si je ne me trompe. Est-ce réaction contre le style industriel et la construction utilitaire? Le baroque, évidemment, la dépense, le futile, le chorégraphique, etc. Est-ce réaction contre le style industriel et la construction utilitaire? A-t-il été ressenti, ce qui serait assurément un malentendu, comme un art de rupture dans le sillage de l'expressionnisme en Allemagne ou du surréalisme ailleurs, ou bien est-ce simple retour du refoulé, ce qu'il faudrait analyser? Ou encore revanche cyclique d'un principe sur son contraire, selon l'alternance prévisible des constantes historiques. Mais ce serait suivre les rêveries qui furent excitantes d'un Eugenio d'Ors. Voilà un autre maître que j'aurais voulu évoquer ici, mais je n'aurai pas le temps. C'est fondamental. En tout cas, on l'a évoqué quelquefois à travers les conférences données ici par Francisco Arauta, mais ça reste dans notre bibliothèque personnelle. Il a pensé surtout à d'autres éléments, et je vous lis la conclusion. Le XVIIe siècle a volontiers spéculé sur les grandes oppositions, imagination ou raison, couleur ou dessin, jésuite ou Port-Royal, et encore, s'agissant du style littéraire, entre asianisme ou atticisme, comme le montre si bien Marc Fumaroli. Ces oppositions rencontrent parfois, approximativement, notre couple moderne, baroque-classicisme, dont j'ai suggéré en passant que le conflit n'était pas toujours irréductible. Et voilà, donc nous allons voir dans ce texte de Jean Rousset une confirmation de ce que Giovanni Getto avait choisi, c'est-à-dire qu'il fallait trouver des moyens pour dépasser dans tous les pays cette espèce de rhétorique fausse, magniloquente, héroïque, qui avait, nous le verrons avec un auteur que Jean Rousset a traduit, qui avait changé les esprits et créé des solidarités catastrophiques en Allemagne, en Italie, en France, à la faveur de la montée nazie. Donc il y a quelque chose de très sérieux dans ce choix, et ce n'est pas le choix de Rousset et de Getto seulement. Je rappelle qu'ici même, Marcel Bataillon donna en 52-53, donc exactement dans les années que nous sommes en train de considérer, un cours que j'ai évoqué quand j'ai donné le cours sur baroque espagnol et baroque européen, Cervantes et le baroque, dont nous avons pour l'instant l'édition espagnole, Cervantes y el Barroco, mais que nous allons publier, j'espère, au courant de cette année, dans son texte français d'origine. Donc là aussi, Bataillon, après avoir fait toute la tradition érasmienne en Espagne, Érasme et l'Espagne, qui est un chef-d'œuvre vraiment, avait repris ce thème du baroque en le modelant, en le projetant sur la figure de Don Quichotte, le chevalier de l'idéal, le chevalier fragile, le chevalier toujours
perdant, mis à l'écart. Donc là aussi, un élément de la fragilité au sens littéral, comme le licenciado vidriera, c'est-à-dire le bachelier de verre qui a peur d'être cassé, de se casser parce qu'il a peur d'être touché en imaginant d'être un homme de verre. Voyez, donc c'est un peu la même figuration. Nous sommes toujours dans une espèce de manière de chercher, de retrouver l'anti-héroïque dans la tradition littéraire moderne. Donc Marcel Bataillon participe de cette tradition, et je voudrais aussi évoquer Victor Lucien Tapier, qui publia un travail de synthèse en 1961, Le baroque, dans la collection Que sais-je, et auquel ces auteurs de temps en temps se réfèrent. Je voudrais aussi dire que pour nous, jeunes étudiants, ce fut une expérience dérangeante, évidemment. Je me rappelle, je me disais, mais est-ce que la parole est totalement le lieu de l'inutile? Est-ce que la parole littéraire n'a d'autre signification que l'ornement qui n'arrive peut-être jamais à l'incidit réel, et des questions de ce type-là. Mais plus tard, je me suis rendu compte qu'en lisant ces anthologies, notamment l'anthologie de Getto, Lirici Marinisti, et l'anthologie de la poésie baroque française de Jean Rousset, nous avions eu des clés, et je vous donne deux exemples que vous avez dans votre exemplaire, des clés réelles pour mieux comprendre l'âge, l'époque, le moment que nous devions traverser avec les maîtres qui étaient les maîtres survenus, la nouvelle génération de maîtres. Je le dis parce que souvent, disons, l'aspect lyrique, le poème, est moins considéré ou considéré comme une espèce de corollaire à des écritures plus véritables comme le roman ou encore plus l'essai historique, et donc moins porteur de vérité ou moins porteur de connaissances, qui ne concerne que la personne qui l'a écrit et quelqu'un qui se voue, pour ainsi dire, à la retraite et à l'isolement. Prenons ces deux textes et vous verrez que c'est la poésie qui donne en réalité accès, comme Bonnefoy le disait très justement, accès à la connaissance historique. Et je ne vous montrerai que deux exemples tout à fait éloquents. Prenons le premier texte de Madame Guyon, célèbre mystique du XVIIe siècle, dont Jean Rousset anthologise plusieurs poèmes. J'ai choisi le plus pascalien, c'est-à-dire un fétu, un roseau, dont le vent se joue. Hélas, qu'est-ce de l'homme? L'image de la mort. Son état ne paroit qu'un somme. Il périt se croyant au port. Ô Dieu, votre sagesse, sans chemin, sans détour, le conduit par la petitesse à la pureté de l'amour. Que le monde ait à charge à qui n'aime que Dieu, et que notre cœur est au large lorsqu'il n'a plus ni temps ni lieu. L'or, son lieu, c'est Dieu même, son temps, l'éternité, son bien est sa misère extrême, sa faiblesse est sa fermeté. Volonté tout aimable, je n'estime que toi, tu seras toujours adorable, fais ce que tu voudras de moi. Le bien ne m'intéresse, la douleur ne m'abat,
Je n'ai ni plaisir, ni tristesse, ni tranquillité, ni combat. Dis-moi, qui tu peux être, qui parle ainsi de toi? N'es-tu rien? Serais-tu peut-être un monstre qui remplit d'effroi? Et puis la réponse qui concerne l'homme, je suis un peu debout, un fantôme mouvant, un fétu dont le vent se joue, une ombre fausse, un pur néant. Là, vous avez tout le vocabulaire de la mystique du XVIIe siècle, le vocabulaire de Surin, de Madame Gujon, de Maria Maddalena de Pazzi, etc., de Silesius. Bien sûr, vous avez Pascal également. Mais quand on prend ces formules, je suis un peu debout, par exemple, bien, on dirait, voilà une comparaison, une métaphore. Mais non, mais non. Quand on prend, et quand j'ai pris plus tard les textes des œuvres mystiques de Madame Guyon, pardonnez-moi, on a trouvé la même formule dans le chapitre de son discours spirituel où elle dit « Celui qui se veut retirer de son abandon après y être une fois entré ressemble à un oiseau pris dans les filets. » Vous voyez, il y a presque une prose rythmée, comme le poème que nous venons de lire. Ou c'est comme un animal embourbé qui, en se remuant, s'embourbe toujours plus, parce que, ne trouvant point de fond et de subsistance, son agitation et la pesanteur de son corps le font plus enfoncé. Je rappelle que ce terme pesanteur est marquant et sera marqué par la pesanteur et la grâce chez Simon Weil. C'est pourquoi le roi prophète, c'est-à-dire David, disait qu'il était entré dans un abîme de boue. Et c'est le psaume 70. Donc quand vous lisez là, je suis un peu debout, un fantôme mouvant, il s'agit d'un raccourci qui est développé dans un texte mystique, mais dans le texte mystique, la source est déclarée, c'est-à-dire l'un des psaumes du roi prophète, c'est-à-dire de David. C'est pourquoi le roi prophète disait qu'il était entré dans un abîme de boue dont il ne pouvait sortir. Et pourquoi, grand prophète, n'en pouvez-vous sortir? C'est que je n'y trouve point de fond ni de subsistance, et ainsi tous mes efforts sont vains, et ils me nuisent même, puisqu'ils ne servent qu'à m'enfoncer toujours plus, comme dans les marécages ou dans les sables, et qui vous engloutissent. Voilà donc un premier cas. Mais le suivant est encore plus éloquent, parce qu'on peut dire, et je comprends, et même je souligne, là vous êtes à l'intérieur d'un intertexte d'un même auteur ou d'une même civilisation. C'est toujours le langage mystique, il y a le même vocabulaire, pro-theologia mystica clavis, comme le disait Maximilien Sandeus. Donc, finalement, ce n'est qu'un renvoi à un vocabulaire commun. Mais alors, prenons l'autre texte, le texte La Belle en deuil, et là, je ne vais pas le lire totalement, parce qu'autrement, on n'aura pas le temps de suivre ce que je voudrais vous proposer, si vous êtes patient pour la partie restante, mais nous lirons quelques strophes. Là aussi, c'est un auteur baroque moins connu que Madame Guyon, c'est Chevreau. Notre divinité, pardon, la belle en deuil, noire divinité, qu'on ne peut assez craindre, et qui fait qu'en vous on aime ce qu'on craint, qui regarde, se crespe et qui veut entendre plaindre, croit voir et croit entendre une ombre qui se plaint. Donc il y a pendant toutes les strophes une espèce de jeu entre la pénombre, le deuil, le masque
cette belle dame, mais qui apparaît dans une sorte de ténèbres. Et je vous lis seulement l'une des strophes vers la fin. Vos yeux se font connaître au travers de ces voiles, qu'en vain vous opposez à leur vivacité. Mais il y en est enfin comme de ces étoiles qui n'ont point plus de feu que dans l'obscurité. Belle pointe, hein, vraiment une belle pointe baroque. Qui vous voit dans ce deuil et si belle et si fière, croit voir en même temps, par un étrange sort, dans un nuage épais, un ange de lumière, ou l'amour déguisé sous l'habit de la mort. Dans un nuage épais, un ange de lumière. Je me suis dit, mais là, il y a quelque chose que je connais, que j'ai lu bien de siècles plus tard. Et tout de suite m'est venu à l'esprit Baudelaire, et comme confirmation, vous avez chez Baudelaire la plus belle réinterprétation de Noire divinité qu'on ne peut assez craindre. Noire divinité. Eh bien, c'est exactement, je l'avais à l'esprit et enfin je l'ai trouvé, dans la traduction de Baudelaire, qui inaugure sa traduction des contes et nouvelles de Edgar Allan Poe, le double assassinat dans la rue Morgue de 1841. Vous savez que Charles Baudelaire a traduit les histoires extraordinaires et publie en 1956, mais aussi les nouvelles histoires extraordinaires qu'il publie en 1857. Et c'est vraiment, je dirais, l'un des grands lieux pour reconnaître la poétique de Baudelaire. Eh bien, dans ce texte fondamental, vous pouvez lire, donc c'est le récit du vagabondage de deux protagonistes dans le faubourg Saint-Germain. Vous pouvez lire, donc d'abord la préparation. Le lieu de notre retraite était resté un secret soigneusement gardé pour mes anciens camarades. Il y avait plusieurs années que Dupin avait cessé de voir du monde et de se répandre dans Paris. Nous ne vivions qu'entre nous, c'est-à-dire les deux protagonistes. Mon ami avait une bizarrerie d'humeur, car, comment définir cela? C'était d'aimer la nuit pour l'amour de la nuit. La nuit était sa passion, et je tombais moi-même tranquillement dans cette bizarrerie comme dans toutes les autres qui lui étaient propres, me laissant aller au courant de toutes ces étranges originalités avec un parfait abandon, terme propre au discours mystique. La noire divinité ne pouvait pas toujours demeurer avec nous. La noire divinité, c'est-à-dire la nuit, ne pouvait pas toujours demeurer avec nous, mais nous en faisions la contrefaçon. Au premier point du jour, nous fermions tous les lourds volets de notre masure, nous allumions une couple de bougies fortement parfumées qui ne jetaient que des rayons très faibles et très pâles. Voilà la manière par laquelle Baudelaire définit la nuit, la noire divinité. Or, je veux bien imaginer que si ce texte était à l'intérieur de quelques phrases d'une prose, on n'aurait pas de preuves, mais c'est le premier vers, la première formule de ce texte, et nous savons bien que Baudelaire connaissait parfaitement la poésie baroque française. Plusieurs de ses poèmes sont en effet une sorte de grand éloge de la contemplatio mortis de la tradition baroque. Et retrouver au centre de cette traduction la nuit définie, évidemment à travers Poe, mais les mots de la traduction sont des mots de Baudelaire, comme noire divinité, exactement le même terme que nous avons
pour cette dame en deuil, la belle en deuil de Chauveau. Je veux dire par ces deux exemples simples, mais que je crois révélateurs, que finalement, pour notre génération, ces maîtres, je le dis honnêtement, j'espère ne pas me tromper, en tout cas c'est mon expérience, ces maîtres qui semblaient s'occuper de choses marginales, vaines, par rapport, je me rappelle, à tous ceux qui faisaient des longs plaidoyers pour le réalisme, la poésie doit servir à la société se reflète dans la poésie, toute cette espèce de marxisme de deuxième degré, ont appris infiniment plus et plus en profondeur que ces descriptions. La poésie n'est pas faite pour être simplement une description de ce que nous vivons, n'est pas la photographie de la société. Pour ça, il y a d'autres éléments, mais il faut s'adresser à d'autres portes. S'il y a encore la poésie et une fidélité, à mon sens, nécessaire à la poésie, c'est parce qu'elle nous révèle des choses plus profondes et plus importantes, qu'elles soient réelles ou pas, mais comme nous les avons pensées et peut-être quelquefois vécues. Elles ont le même ordre d'importance, le même ordre de dignité que les réalia. D'autant plus que, je le dis parce que nous le vivons, les réalia d'aujourd'hui sont des constructions de machines, ce sont des objets à jeter. Nos réalia vont pour les trois quarts tout de suite dans la poubelle. Et donc, c'est la nécessité d'avoir un autre niveau de vie, un autre degré de connaissance qui nous permette de nous évader de cette conscience de prête à être jetée, qui nous arrive de partout. Il faut avoir quelque chose, je ne dirais pas pour une survie, mais pour entrer plus profondément dans notre dignité d'être humain. Et donc cette leçon de deux personnalités qui étaient les deux très timides, très réservées, qui aimaient plutôt le silence que la parole. Quand on allait prendre un thé à l'appartement de Jean Rousset à la vieille ville à Genève, c'était d'une difficulté extrême parce qu'il y avait de longues pauses et puis quelques petites interrogations, quelques citations et même éléments chez Giovanni Getto. C'était d'autres générations où le silence était plus éloquent que la parole humaine. Mais je voudrais encore avancer un peu dans cette connaissance par le baroque. Et cette fois, je me tourne du côté Giovanni Getto et je me pose la question, comment a-t-il connu les auteurs de l'âge baroque? Bien sûr, j'ai évoqué Benedetto Croce, c'était une réaction au mythe omnipuissant du fascisme. Mais personnellement, Giovanni Getto arrivait au baroque par le chemin de Paolo Sarpi, qui avait écrit une histoire du Concile de Trente. Une histoire très nuancée, nullement apologétique, qui lui a valu des persécutions, et Giovanni Getto passe par là pour connaître l'époque de la fin du XVIe siècle, de l'âge de la contre-réforme, et pour commencer la connaissance du baroque. Donc il commence par un ouvrage historique qui liait en même temps la connaissance religieuse et la connaissance historique. Je le cite en italien, puis je vous traduis. Il Sarpi ha vivissima la coscienza della povertà spirituale dell'Italia seicentesca. Paolo Sarpi a une conscience claire
de la pauvreté spirituelle de l'Italie du XVIIe siècle. Donc ce n'était pas quelqu'un qui arrivait au baroque pour en faire une espèce d'arc de triomphe, mais au contraire pour essayer de comprendre pourquoi ce catholicisme triomphant était culturellement si pauvre. Et évidemment, la question qu'il posait à l'âge baroque l'a posée à son époque, comme Manzoni avait posé la question des superstitions de Don Ferrante au XVIIe siècle pour la poser également à son temps. Donc, chez Giovanni Getto, nous trouvons, la formule est la sienne, un catholicisme critique qui essaye de libérer, pour ainsi dire, de libérer tout ce qui est dans la tradition chrétienne qui ne convient pas à un examen de raison dans sa profondeur. L'histoire du Concile de Trente était aussi une manière de libérer l'âge de la contre-réforme, de la fin de la Renaissance, d'un appareil excessif de minutie dogmatique pour arriver à la substance des croyances. Il avait été, bien sûr, très impressionné par le livre qui venait de paraître 3 années avant de Jacques Maritain, Humanisme intégral, problème temporel et spirituel d'une nouvelle chrétienté, qui fut l'une des grandes clés pour toute cette génération et également pour Jean Rousset, comme nous le verrons dans un instant. Donc, du reste, il commença comme assistant, je dis un peu sa carrière universitaire, assistant à l'Université catholique de Milan, d'où il démissionna tout de suite, parce qu'il trouvait que c'était peut-être un peu trop, comment dirais-je, un peu trop carré, et il fut après professeur à l'Université de Turin, où il rencontra, et ils furent très amis, un père qui était professeur de littérature chrétienne des origines, le père Michele Pellegrino, qui fut après évêque de Turin et l'un des grands témoins du Concile Vatican II. Donc c'était une chrétienté inquiète et critique. Et il termine son essai sur Paolo Sarpi en disant que le paysage, je traduis de l'italien de son texte, le paysage idéal de l'œuvre de Sarpi est construit sur des éléments intérieurs de l'esprit et de la psychologie. Donc il ne s'agit pas d'un rapport direct aux faits réels, mais plutôt d'une méditation intérieure. Il s'agit de pensée, d'intention, de passion, de croyance, de tradition. Rare l'effet qui vient de l'extérieur et qui ne touche pas son humanité intime, qui est dictée dans l'immatériel cosmos de l'esprit. In realtà dettato nell'immateriale cosmo dello spirito. Voilà, c'est des gens qui habitaient vraiment un cosmos intérieur large dans lequel ils respiraient librement. Il dit encore que Sarpi vivait surtout en retraite à l'intérieur de lui-même, avec un visage toujours sévère, mélancolique, sérieux et un silence presque constant avec ses compagnons, dans une quiétude totale. Donc, c'est une description en réalité d'une très forte intériorité, et il dit, à peu près, il le décrit comme le Tasse, dont il dit que le Tasse même était tout concentré dans une seule retraite et une seule passion. Il se retirait pour mieux cultiver sa passion secrète. Mais quelle est l'opposition entre le Tasse
et Paolo Sarpi, c'est que le TASS croyait encore, et Sarpi avait renoncé, à ce que Eugenio Dors avait défini en français en 1929, coupole et monarchie. L'âge baroque, pour Eugenio Dors, se définit dans cette union de coupole, de temple et de monarchie. Ceci vaut encore pour le TASS dans sa Jérusalem de livret, mais pour Sarpi, il s'agit d'un désert de soledades sans fin et sans abri. C'est l'une des pages les plus belles pour démarquer l'expérience de la fin de la Renaissance et de l'âge baroque. C'est une sorte de baroque de long, comme nous le disions hier, pour la poésie provençale. Mais il s'agit aussi d'un baroque qui entièrement, puisqu'il n'y a plus la coupole qui réunit dans une espèce d'éternité dans l'espace, c'est aussi un baroque qui est constamment et complètement confié au temps. Et il y a un deuxième livre, puis j'en citerai un troisième, mais un deuxième livre qui est important pour cette génération-là, voilà des maîtres essentiels, dont j'ai déjà cité le livre de Maritain, mais il y a un autre, c'est surtout, et là vraiment fut par exemple déterminant également pour Jean Strobinski, pour Jean Rousset, pour Yves Bonnefoy, c'est les études sur le temps humain de Georges Poulet, qui parurent chez Plon en 1950. Et Giovanni Getto le reconnaîtra dans l'un de ses volumes, dans la préface à son volume Temps et espace dans la littérature italienne. Je n'ai pas peut-être porté sur moi, mais c'est l'un des grands livres. Il le reconnaît de devoir à Georges Poulet non seulement la formule de son titre, mais quelque chose de plus essentiel. Jean Rousset le dira également dans un livre que je vais vous citer, c'est-à-dire Intérieur et extérieur dans l'expérience littéraire. Je vais terminer, j'avais encore d'autres notes, mais je vois que le temps passe. Je vais terminer cette liste de livres essentiels par le troisième que je vous ai annoncé. Quand Giovanni Getto enseignait à l'université de Turin, les grands maîtres connus étaient notamment Franco Venturi, qui rentré d'Italie après son exil parisien pendant le fascisme. Le père était déjà professeur universitaire, était l'un des 12 qui avaient refusé de souscrire l'obéissance au fascisme. C'est un arrêté qui a été malheureusement signé par tous les professeurs italiens au commencement des années 30, sauf 12, dont 8 de l'université de Turin, qui fut en effet un lieu de résistance avec les ouvriers de Fiat. Il ne faut pas oublier que quand Mussolini rendu visite au nouveau établissement de Fiat, aucun applaudissement ne surgit des ouvriers qui étaient face à la voiture d'où Mussolini devait descendre. Un silence total. Et Mussolini interrompit sa visite et ne viendra jamais plus à Turin, pour de bonnes raisons. Voilà. Donc, vous voyez, on était dans ce climat. En plus, Giovanni Getto était originaire d'Ivrea, c'était la Ivrea des frères Olivetti, qui étaient d'une famille juive, et donc ils avaient dû partir en Suisse pendant la période des lois raciales, et chacun d'eux avait fait un projet utopique de réforme de l'Italie qui devait ressurgir du fascisme. L'un en pensant, et je publiais ce texte, pour vivre mieux, à une activité bénévole des jeunes entre 18 et 21 ans, gratuite pour les infrastructures, et à la fin de cette période,
si ces jeunes étaient contents de ce qu'ils avaient fait, étaient promus là dans ce métier. Autrement, l'État, pour se désobliger, payait les études universitaires. Ça, c'était son projet. Et je publiais aussi les lettres des hommes politiques qui avaient répondu en 1948 à son enquête pour savoir si cette méthode était bonne ou pas. Mais il y avait vraiment le temple des hommes politiques de l'époque. L'autre, plus connu, Adriano, fut le grand fondateur d'Olivetti après la Deuxième Guerre mondiale. Le premier ordinateur, n'oublions pas, n'a pas été fait en Amérique, mais a été fait à Ivrea. Même s'il occupait une chambre entière, vous pouvez encore le visiter. Après, bon, il y a eu toutes les tristes sortes du capitalisme contemporain. Mais Olivetti avait dit mon frère se trompe, il pense qu'une société ira mieux si l'individu est en bonne paix avec soi-même, alors qu'en réalité, c'est la société qui gêne l'individu. Donc, il faut changer la société. Et pour faire cela, il faut faire de nouvelles études, notamment l'urbanisme et la sociologie. Et en effet, la première chaire d'urbanisme de Quaroni fut déterminée par l'engagement de Adriano Olivetti. Chaque fois qu'il construisait du reste une usine, mettait toutes les choses de sorte que les ouvriers puissent bénéficier, je ne sais pas, d'un lieu de détente, de la verdure, etc., des écoles supplémentaires. Alors, avec cette expérience, il est clair que le troisième nom qu'il faut faire pour Giovanni Getto est Lucien Febvre. Lucien Febvre, dont Giovanni Getto cite plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois dans ses essais, surtout le grand manifeste Combat pour l'histoire. Combat pour l'histoire qui parut chez Armand Collin en 1953. Vous voyez, les dates sont vraiment homologues. Je n'ai fait que l'histoire pour Giovanni Getto et Jean Rousset, si vous voulez, de 5 ans, de 1949 à 1954. Mais ce sont des années décisives pour la culture de la deuxième partie du XXe siècle. Et il cite constamment, surtout, une phrase de méthode que je vous cite de Lucien Febvre, et je la prends de l'un des essais de Giovanni Getto. Je lui demande, c'est-à-dire je demande à l'historien, de tenir ouverte toujours une porte de communication par où le monde des idées puisse reprendre dans nos esprits le contact qu'il avait naturellement avec le monde des réalités. Donc, le monde des idées puisse reprendre dans nos esprits le contact qu'il avait naturellement avec le monde des réalités. Et quelle est la manière pour tenir ensemble ces deux éléments, pour ne pas se réfugier dans un utopisme sans vigueur? Autre phrase constamment citée par Giovanni Getto. Il s'agit de recomposer, donc je cite Lucien Febvre, par la pensée, pour chacune des époques que l'historien étudie, le matériel mental des hommes. Voilà la formule forte. Le matériel mental des hommes de cette époque. Par un puissant effort d'érudition, mais aussi d'imagination, reconstituer l'univers, tout l'univers physique, intellectuel et moral, au milieu duquel chacune des générations qui l'ont précédé se sont mues, se sont agitées, ont fait leur expérience. C'est presque un oxymoron, le matériel mental des hommes de cette époque. Par un effort d'érudition qui doit être la première, il faut non seulement lire les auteurs, mais lire ce que les auteurs ont lu, et si possible dans les éditions qu'ils avaient à leur disposition, mais aussi d'imagination, parce qu'on ne peut pas devenir la copie d'un texte du XVIIe siècle. Il faut que ce texte, connu juxta principia, redevienne nôtre, c'est-à-dire puisse être sollicité
sans le trahir, par des questions qui sont les nôtres. Voilà l'effort d'érudition et d'imagination qui est absolument fondamental et essentiel. Et il réunissait donc ces trois livres, ces passages donc au modèle de Maritain, de Poulet et de Lucien Febvre, par un quatrième auteur qui est oublié un peu aujourd'hui ou peu traduit, mais qui a été essentiel, là encore, pour cette génération-là, et notamment pour Jean Starobinski, qu'il dicta la préface des œuvres complètes, c'est Leo Spitzer. Leo Spitzer qui a la formule suivante, Wort und Werk, donc la parole et l'œuvre, et Giovanni Getto ajoute, en le disant, je prends cette formule de Spitzer, mais je suis obligé de l'intégrer. Et quels sont les 4 mots de Getto? Bien sûr, les 2 premiers viennent de Spitzer, Wort und Werk, mais après, et les autres 2 sont l'un de Maritain et l'autre de Poulet, Mensch und Zeit. La parole, l'œuvre, l'homme et le temps. Donc, Mensch, évidemment, c'est l'humanisme intégral de Maritain, et Zeit, le temps, est l'essai sur le temps de Georges Poulet. Alors, vous voyez que passer par cette génération-là, par ces maîtres, était être comme plongé dans la plénitude de l'histoire. La parole se prononce dans le temps, mais prononcée par un homme et pour l'humanité, et il faut connaître ces 4 éléments. On ne peut pas se dispenser, se cloisonner à l'intérieur d'un genre littéraire. Bien sûr, il faut connaître les genres littéraires, mais on ne peut pas rester à l'intérieur de ces genres littéraires. Et je dirais que le même élément, nous le trouvons chez Jean Rousset. Quand je l'ai invité à Turin en 1994, j'avais invité donc un certain nombre de maîtres afin qu'ils parlent de l'expérience de leur recherche. Alors, pour chacune des époques, il y avait mon Moyen-Âge, ma Renaissance, mon baroque, mes Lumières. Voilà. Et Rousset fut extraordinairement généreux de son temps, très humble comme d'habitude, timide, mais enfin, il arriva avec un texte merveilleux que j'ai publié après et dont je vous lis quelque chose qui peut vous paraître surprenant, mais que nous retrouvons par exemple chez Steiner, dans les Antigodes, No Passion Spent, aucune passion oubliée. Mon premier essai de transposition, quand il dit transposition, il pense au dialogue entre les langues et un dialogue entre les genres littéraires, s'est porté sur des œuvres de théâtre. Pourquoi ce choix? J'y vois aujourd'hui 2 raisons. C'est d'abord que le texte théâtral est de statut hybride, art à 2 temps, c'est-à-dire l'écriture et l'exécution. Nous lisons des mots écrits, mais à finalité orale. C'est une lecture très fine, hein? Des mots écrits, mais à finalité orale, conçus pour être ultérieurement parlés, joués, mis en spectacle à l'intention de spectateurs, auditeurs. L'œuvre de théâtre combine donc, par son statut double, art de parole et art de l'espace. Art de parole et art de l'espace. Et donc, elle se prête mieux à un premier projet de comparaison. Alors, je voudrais souligner quelques éléments avant de venir au statut profondément théâtral de la parole humaine.
Le premier est tiré de la parole de Jean Rousset quand il dit que le théâtre a son double statut, art de la parole et art de l'espace. Eh bien, l'art de l'espace a été un élément essentiel pour cette génération-là. Non seulement Rousset le dit ici, mais il le dira aussi dans le volume que je vous ai cité, Intérieur et Extérieur, et revenez à un livre de 1934 fondamental pour ces générations-là, fondamental pour tous les maîtres que je vous ai évoqués, à savoir La vie des formes de Faucillon. C'est vraiment le grand nœud. L'espace est forme. L'espace est forme, abrite des formes, permet de comparer des formes. Sans espace, nous ne pourrions rien comparer. Et Giovanni Getto, je passe d'un auteur à l'autre, avait voulu souligner sa dépendance de Faucillon en donnant à son essai sur le Décaméron, dans les années où le Décaméron était lu en Italie, elle est encore lue aujourd'hui, comme le grand manifeste du réalisme dans l'art occidental. Enfin les objets, enfin la vie quotidienne et tout ça. Il donne comme titre Vita di forme, vie des formes et forme di vita dans le Décaméron. Évidemment, les collègues ont ignoré ce texte, il faut bien le dire, n'a pas eu de succès, mais c'est un texte fondamental, courageux, où Getto dit, mais regardez derrière tout ce que vous croyez être le nouveau de l'invention et de la vie quotidienne, c'est le résultat de la tradition des exemples des siècles précédents et même de la tradition classique. Il suffit de lire avec plus d'attention et surtout, il y a une mise en scène de l'espace. On ne peut pas imaginer les nouvelles du Décaméron sans une conception nouvelle théâtrale de l'espace. Et c'est pourquoi il dit donc vita di forme à la manière de Faucillon. Et là, c'est vraiment un élément qu'il faut considérer comme absolument essentiel pour d'autres raisons également. C'est aussi une génération de maîtres qui voyaient, sans avoir encore notre distance critique, tous les grands mythes de leur formation s'écrouler par, comme je le disais hier, la désagrégation de la forme portée par les arts contemporains. Je me rappelle, j'ai publié même les chroniques musicales de Giorgio Petrocchi, celui qui a assuré l'édition critique de la Divine Comédie, donc il a passé sa vie tout entière en compagnie de Dante. Il dictait les chroniques, pour le journal Il Tempo de Rome, les chroniques musicales de l'époque. Et si vous prenez ce texte, il y a en même temps un effort de compréhension de cette musique qui a abandonné l'harmonie pour d'autres formes de mise en place du son, et en même temps le désarroi et même la mélancolie de ne plus avoir la possibilité de comparer cela à une tradition. Et quel serait alors maintenant le rôle de la parole? Il ne voulait pas céder non plus à l'idée qui s'est fait jour, je dirais, dans le large public, que comme la musique contemporaine n'est pas en mesure de satisfaire les formes, il faut revenir à l'opéra. Donc il résiste, parce que là, comme ça, on a des structures claires, bien établies dans la tradition des genres littéraires et tout ça. Non, il ne voulait pas venir à ça, parce que c'est un produit du XIXe siècle, mais comment comprendre? Puisque nous n'avons plus la vie des formes à régler notre expérience quotidienne. Donc, maintenant, pour nous, c'est plus facile, d'une certaine manière, mais pour cette génération-là, qui voulait appartenir à son temps, mais en même temps était l'héritière d'une tradition, comment parler aux élèves, comment parler à son temps de l'art contemporain?
Eh bien, donc, retenons encore le nom de Faucillon et venons, pour cette partie finale, à l'expérience de Jean Rousset, en disant, encore une fois, que nous avons, et je vous renvoie au beau livre de Roger Francillon, que j'aurais bien voulu, tout plein de notes, mais je ne peux pas vous obliger à un résumé de ce livre, Jean Rousset ou La passion de la lecture, publié chez Zoé. Mais je vous dirai au moins, je vous lirai au moins un passage qui nous porte à la conscience théâtrale de Jean Rousset. Il est tiré de ce livre Le mythe de Don Juan et il dit: Don Juan est un personnage double, il est l'inconstance aux prises avec la permanence, l'homme devant en conflit avec l'homme de pierre. Vous voyez quelle force dans cette définition, puisque l'homme de pierre apparaît à la fin de l'aventure de Don Juan. Et si nous prenons en effet le livre de Jean Rousset consacré au mythe de Don Juan, nous voyons comment il est capable de penser l'expérience du théâtre. Non seulement le théâtre est le rapport entre la parole écrite et l'exécution orale de cette parole, non seulement le théâtre est une mise en espace de la parole humaine, mais le théâtre encore est le lieu le plus évident du rapport entre l'intérieur et l'extérieur, qui est si cher à cette génération. Il ne faut pas s'extérioriser, il faut s'intérioriser. Aujourd'hui, il y a une espèce d'extériorisation totale de l'expérience humaine, alors que toute cette génération cherchait les lieux où extérieur et intérieur dialoguaient. Et il faut lire ce livre sur le mythe de Don Juan exactement comme ce rapport constant de l'intérieur et de l'extérieur. Et du reste, même dans le texte qui est consacré au mythe de Don Juan, l'expérience baroque de Rousset revient, non seulement parce que Don Juan est un grand mythe baroque, mais pour dire l'homme devant qu'est Don Juan, il cite son Griffius, donc l'auteur que nous venons de lire, qu'il avait traduit en français. Que sommes-nous donc, la balle dont joue un faux bonheur, le feu follet du temps, nous passons comme la fumée que chasse un vin violent. Et il utilise en effet plusieurs passages de ces auteurs baroques pour définir Don Juan. Mais dans les textes que je vous ai évoqués, l'un des plus beaux, certainement, dans ce passage de l'intérieur à l'extérieur, est, pour revenir à la vie des formes, ce livre qui s'appelle Forme et signification. Encore une fois, la forme nécessaire. Et il cite bien évidemment l'œuvre de Faucillon. Il cite également Georges Poulet. C'est le propre de l'œuvre à la fois d'inventer ces structures et de les dépasser. Les structures ne viennent pas de l'extérieur. Il faut les construire à l'intérieur et les dépasser. Et donc, il consacre des pages entières magnifiques à Georges Poulet, aussi bien qu'à Faucillon, en disant qu'il faut, pour avoir la possibilité de créer une œuvre, il faut avoir de la morphologie disponible et la dépasser par l'imagination. Une morphologie reconnue, autrement on serait dans l'amorphe, et donc dans ce qui ne peut pas être reconnu, mais après il faut aussi la dépasser par l'imagination. Mais peut-être, avant de venir à la fin,
c'est-à-dire à Jean Rousset, traducteur, je voudrais vous proposer peut-être le texte qui est le plus théâtral dans la lecture du roman, c'est-à-dire « Leurs yeux se rencontrèrent », la scène de première vue dans le roman. Et la scène de première vue est évidemment une scène théâtrale. Hein. C'est dans l'espace du roman que deux personnages se rencontrent. Et il dit toujours, il faudra obtenir une mise en forme par abstraction et par présence. Donc il faut qu'il y ait, bien sûr, pour que les deux personnages puissent se regarder, il faut qu'il y ait une présence, mais pour que ce premier regard puisse être perçu comme tel, il faut abstraire, il faut faire croire au lecteur qu'il s'agit d'un premier regard. Et donc il faut s'abstraire de ce premier regard physique. Et tout le texte est d'une beauté extrême. Je vous conseille notamment le chapitre 5, Destin, reconnaissance, sympathie. Le premier regard est, dans la tradition provençale, un destin. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, la rencontre de Paolo et Francesca évoquée par Dante. Le premier regard est aussi une reconnaissance, les affinités électives de Goethe, hein, mais c'est aussi une sympathie, c'est-à-dire nous voyons une espèce de pathos qui nous unit sans que nous puissions en décider. Hein. Et là, c'est vraiment plein d'exemples. On pourrait, de ce chapitre, tirer les sujets pour une dizaine de cours au Collège de France. Je vous recommande vivement, mais je viens au texte plus difficile au point de vue de la méthode. Au point de vue, je dirais, parce qu'il est un peu la conséquence de ce que je viens d'évoquer, le livre, qui reste une exception dans la tradition critique, Narcisse romancier, essai sur la première personne dans le roman. Comment la première personne se présente-t-elle dans le roman? Eh bien, ici, c'est un texte, si vous voulez, très érudit, mais aussi très révélateur de cette génération, et notamment de celle qu'on appelait l'école de Genève. Et vous reconnaîtrez tout de suite où les affinités se situent. Il est en train d'analyser, puisqu'on parle à la première personne, le journal de Robert Chasles, le journal intime et la vérité du jeu. Hein. Et il dit, un jour, le 10 mars 1690, sollicité par l'habitude naissante de jeter ses idées sur le papier, il s'avoue son émoi, il s'interroge, et donc il cite ce que cet auteur écrit dans son journal. Il me suffit de me mettre dans la grande chambre du vaisseau à une fenêtre ou en haut de la dunette ou à un des sabords de l'arrière dans la Sainte Barbe, donc on est dans un vaisseau, et de regarder le gouvernail du navire pour me jeter dans une méditation profonde et pour m'inspirer une espèce de mélancolie que jusqu'ici m'a été inconnue. Donc, les pages suivantes seront consacrées par Jean Rousset au rapport entre méditation et mélancolie. Et je dirais, si un jour on devait me demander quelle a été la constante éventuelle de l'école de Genève, je dirais précisément chez Jean Starobinsky, qui a consacré 2 volumes, même un va paraître prochainement, l'autre a paru au Seuil, donc 2 volumes à la mélancolie, c'est ce rapport profond entre méditation et mélancolie. Chez ces auteurs, la mélancolie n'est pas seulement le fruit
d'une humeur, mais non, est le fruit intellectuel, le résultat d'une méditation. La mélancolie n'est pas un état physique, elle est le résultat, la constante mélancolique, le résultat d'une méditation profonde. Et ce texte de Rousset, comme les essais également de Jean Starobinski, vont dans cette direction. Et je crois qu'on dépasse largement la théorie des humeurs. Mais il y a quelque chose, je dirais, encore plus important et qui montre la qualité de Jean Rousset, écrivain. C'est un texte extrêmement, je dirais, engagé, dont le titre même est « L'autoportrait est-il possible ?» Et il va interroger les seuls deux autoportraits de Poussin de 1649 et 1650. En précédant l'analyse, en faisant précéder l'analyse par deux exergues, l'un de La Rochefoucauld et l'autre de Nicole. L'un positif, je me suis assez étudié pour me bien connaître, La Rochefoucauld, et l'autre négatif, nous demeurerons toujours inconnus à nous-mêmes, et c'est Nicole. Et là aussi, dans cette analyse de l'autoportrait, nous retrouvons un autre trait de cette ainsi dite école de Genève, c'est Michel Butor, quand il consacre dans son livre Les mots dans la peinture, toute une partie à l'autoportrait. Y a-t-il vraiment connaissance dans l'autoportrait? Et la description que Jean Rousset fait de ces autoportraits est une pièce maîtresse de la prose critique française contemporaine. Au centre géométrique de ce décor cérébral, la tête fortement mise en relief, seul bénéficiaire de l'illusion de réalité, de la ressemblance visée, indique qu'il s'agit bien du signataire, Nicolas Poussin, ainsi que l'affirme l'inscription qui la prolonge sur sa gauche. Mais d'un Poussin qui se réduit au regard et au cerveau, instrument premier d'un art intellectuel. Puis, en parenthèse, les gens habiles doivent travailler de l'intellect. Ce que on nous présente ici, c'est l'opérateur solitaire placé dans l'isolement du penseur qui reconstitue à lui seul son univers dont nul modèle ne figure sur la toile. Mais après cette présentation si intellectuelle, presque archiboldesque, au centre géométrique de ce décor cérébral, il y a l'autre méditation d'arrière-plan. Toutefois, cette tête que son orgueil dresse au carrefour des rectangles qui l'enferment et la séparent de la réalité, au point de rencontrer des tableaux qui sont des seuls emblèmes, elle s'est accordée une compagne féminine. À l'arrière-plan, sur le bas-côté gauche et sur une oblique virtuelle qui signale sa dépendance, un autre visage, un profil éclairé contre un ciel obscur, seul vestige mépeint d'un monde intérieur. Tableau dans le tableau, ce paysage à figure, aux trois quarts caché, émane de cette pensée qui déclare ainsi qu'elle se manifeste dans sa peinture. Que signifie ce visage énigmatique, surmonté d'un diadème troué d'un œil? L'interprétation la plus satisfaisante est la plus ancienne, celle de Bellori, la personnification de la peinture. Une tête dotée de deux niveaux oculaires,
l'œil inférieur, œil naturel, celui qui perçoit le réel, et l'œil supérieur posé sur le front, l'œil mental, sans lequel il n'y aurait pas de vision picturale. Ainsi, Poussin inclut dans son portrait l'essentiel de sa poétique. Il fait de ce autoportrait enveloppé des attributs de son art, par-delà l'image de l'homme qu'il fut, celle du peintre tel qu'il le concevait. Alors, c'est un texte admirable, je dirais peut-être le plus beau texte consacré à Poussin. Dieu sait combien de textes ont été consacrés à Poussin, écrits d'une manière extraordinaire. Et je le dis parce que je trouve que ces personnalités qui ont cherché chez les artistes et les romanciers et les poètes le rapport de l'intérieur à l'extérieur, l'espace de la parole prononcée au théâtre, ont eux-mêmes, et notamment et certainement Giovanni Getto, Jean Rousset et Jean Straubinski, un style propre. Ils sont vraiment des écrivains. Si demain je devais faire une anthologie de la prose littéraire de la deuxième partie du XXe siècle, je mettrais très peu de romanciers et quelques grands écrivains, je dirais critiques, comme ceux que je viens d'évoquer, Mario Prats, auquel sera consacré un séminaire les prochaines semaines, Baltrosaitis, que nous aurons le plaisir d'avoir sur scène la semaine prochaine grâce à Jacquet et Matossian, et quelques autres. Et là, vous avez la qualité de cette écriture. Et je termine, puisque j'ai parlé de maître oublié, il faut aller jusqu'au bout. Et donc, je vous parlerai d'un texte qui est complètement oublié, non seulement dans l'œuvre de Jean Rousset, mais dans l'œuvre du maître même qui l'a traduit. Il s'agit d'une traduction tout de suite après la guerre, quelques mois après la parution du texte en allemand, d'un élément fondamental que nous ne pouvons même pas imaginer. Donc, le texte paru en langue allemande en 1945 et en 1946 à la Baconnière, qui était à Neuchâtel. J'ai l'édition d'origine parce qu'il n'y a plus eu de réimpression, une édition précieuse, et le titre français, traduit de l'allemand par Jean Rousset, est « L'homme du néant ». Qui est-il, cet homme du néant? Eh bien, le titre allemand nous le dit. Hitler in uns selbst. Formule ambiguë, mais qui, dans son profond, veut dire le Hitler qui est en nous-mêmes. L'auteur est Max Picard, et je suis très ému en pensant que les mêmes années, d'un côté, Jean Rousset travaillait à la traduction des grands mystiques, notamment de Silésius, et traduisait ce texte courageux, radical, d'un juif allemand qui s'était réfugié en Suisse, fils de la plus grande tradition allemande, et qui s'interrogeait comment se fait-il qu'un peuple si civilisé a pu non seulement céder, mais applaudir et manifester son consensus total jusqu'à arriver à des millions et des millions morts allemands, c'est-à-dire Hitler, céder à Hitler. Sa thèse, c'est qu'il y a un petit Hitler en chacun de nous. Et la traduction française n'est pas fausse parce que le caractère que Max Picard prête à Hitler, c'est que c'est un homme tellement plein de néant
que nous pouvons y déverser toutes nos pulsions les plus sauvages. Il suscite et il abrite en soi tout ce qu'il y a de... Ce n'est pas quelqu'un qui a un message à vous porter, mais il peut absorber tout le pire qu'il y a en nous. Alors, Max Picard est un auteur aujourd'hui malheureusement oublié, mais a été un auteur entre les années 30, début des années 30, et la fin de la guerre parmi les plus importants et les plus connus en Europe. Son premier volume, Le monde du silence, eut une recension extraordinaire de la part de Hermann Hesse. Et il fut constamment cité aussi par Stefan Zweig. Tout le monde qui s'interrogeait autour de cette perdition de l'Europe et de la pensée européenne, comment est-il possible qu'il y ait un Hitler en Allemagne, a eu ces points de repère. Et notamment Max Picard. Alors vous voyez là quelque chose qui, je dirais après quelques mots de cette traduction, mais vous voyez aussi derrière les grands maîtres, il y a toujours des grands citoyens, toujours. En commençant par quelqu'un qui pourrait sembler un homme retiré dans sa tour d'ivoire, Montaigne, quand vous prenez ses essais, vous voyez comment il participe avec une grande détresse au ravage des guerres de religion à l'intérieur des pays chrétiens, un homme érasmien, qui essaye de défendre, de sauvegarder sa petite communauté pour éviter qu'il y ait les conséquences. Il est lui-même frappé, etc. Les vrais maîtres sont aussi des vrais citoyens. Et je pense à l'époque où il y avait peu de postes universitaires. Aujourd'hui, il y a une université dans tous les quartiers, presque. Mais à l'époque, il y avait vraiment peu d'universités et il était l'élève de Marcel Raymond, le grand auteur de Baudelaire et le surréalisme, mais il y avait beaucoup d'élèves de Marcel Raymond. Mais les deux les plus importants sont précisément ceux qui n'ont pas choisi la carrière, mais ils ont choisi la cité. Jean Starobinski, avant de devenir professeur de littérature, a exercé la médecine à l'hôpital cantonal de Genève. Et Jean Rousset a consacré les années importantes de sa formation à essayer de faire comprendre à ses citoyens pourquoi avons-nous subi, toléré, appuyé Hitler. Et il a traduit, à la fin de sa licence, non pas un texte qui pouvait lui servir pour son doctorat, mais il a traduit L'homme du néant de Max Picard. Il ne me l'avait jamais dit, donc ça a été pour moi aussi une découverte, mais il me disait quelquefois, parce qu'il y a une discrétion totale sur sa vie personnelle, après la guerre, la chose était née non pas d'une interrogation de ma part, mais parce que je voulais absolument publier, je l'ai fait, le livre formidable de notre grand maître très discret dont j'aurais voulu parler ici, Valdemar Deonna. Valdemar Deonna a écrit notamment un livre fondamental, Le symbolisme de l'œil, était archéologue et historien des religions à l'Université de Genève. Il a été le maître de Jean Starobinski et de Jean Rousset également. Et donc je demandais à Jean Rousset, mais est-ce que vous avez, comme je le demandais à Jean Starobinski, est-ce que vous avez connu Valdemar Deonna? Et il m'a dit, je l'ai connu un peu, parce qu'avec sa fille,
nous allions, après la guerre, le dimanche, distribuer les livres avec une petite camionnette dans les campagnes pour la lecture publique. Vous voyez, l'usage du dimanche. Il n'y avait rien de colossal dans tout ça. C'était le service humble de distribuer, de multiplier la lecture dans les campagnes. Et à cela, ajouter donc les mois passés à traduire ce livre. Ce livre qui a vraiment en français le grand style de Jean Rousset. C'est bien écrit en allemand, vraiment. Max Picard, un homme de grande force, je vous lirai après le passage de notre livre, mais permettez-moi de vous lire le style que vous reconnaîtrez immédiatement de Jean Rousset dans le chapitre dont le titre est précisément, je le cite exprès après l'autoportrait de Poussin, « Le visage d'Hitler ». Le visage d'Hitler, en revanche, est là de façon insistante, solidement fixé, inchangeable. C'était le seul possible, le néant insistant. Pour la première fois, le néant réussit à se rendre visible sur une face humaine, à n'y être rien que néant. Ce qui ne saurait se représenter, c'est frayer un passage jusqu'à la figure d'Hitler où il réside dès lors insistant. C'est ce néant qui est le visage du Führer. Le néant, si ce qui aurait dû être conduit, est le visage du conducteur du Führer. Autre passage, alors, vous voyez par exemple, juste au point de vue du style, le passage à la fin des phrases importantes. Un passage jusqu'à la figure d'Hitler où il réside dès lors insistant. C'est la figure de style française par rapport à l'allemand. Le néant, ce qui aurait dû être conduit, est le visage du conducteur du Führer. Et je vais vous lire un autre passage, encore une fois, pour dire l'engagement non seulement de Max Picard, mais aussi de Jean Rousset qui l'a traduit. C'est ce qui a préparé au nazisme. Et Max Picard a le courage de dire c'est aussi la désagrégation du système éducatif en Europe entière. L'éducation tout entière n'a plus aujourd'hui, mais lisons ce aujourd'hui comme notre aujourd'hui. L'éducation tout entière n'a plus aujourd'hui d'autre fin que de préparer et adapter l'homme au monde de l'incohérence. C'est pourquoi on lui ingurgite un amas disparate et incohérent de matières et de disciplines, parmi lesquelles on glisse aussi l'idéal gréco-chrétien de l'homme, devenu matière d'enseignement parmi d'autres, et par là même nivelé et dégradé. Il n'est pas nécessaire de nier, il suffit de mettre l'essentiel dans une liste de 100 ingrédients. Après quoi, on peut renoncer, on dit « mais nous, on en prend 99, donc on peut abandonner le 100e ». Vous voyez, la profondeur radicale de ce style et de ce personnage. Alors, quand je pense à Jean Rousset, à ces années de pauvreté après la Deuxième Guerre mondiale, à ce type de témoignage, vous voyez combien aujourd'hui nous aurions besoin de mettre de ce type-là. Et je termine par un autre livre. Là, je me suis permis, moi aussi, de le préfacer, mais une espèce de deuxième préface. C'est le livre le plus célèbre,
dans ce silence qui entoure malheureusement l'œuvre de Max Picard, c'est le monde du silence. Alors, le livre eut vraiment une grande réception de la part de Hermann Hesse, et c'est le livre qui fut traduit en français aux presses universitaires avec une préface de Gabriel Marcel. Et maintenant, la Braconnière a repris ses bonnes habitudes et l'a republié, et je me suis permis donc de mettre une nouvelle petite préface. Encore une fois, on trouve chez Max Picard tout ce qui était cher à Jean Rosset. Et tout d'abord, l'idée même du silence de transparence, le silence constructeur de transparence. Je ne vous cite que ce passage parce que c'est un livre en réalité de poésie, mais comme tel, il faut le lire. La terre entière pourrait d'ici être approvisionnée en silence, semble-t-il. On pourrait même ériger d'ici un monde entier de silence. Le sol et la terre sont faits de silence. Les fleuves, au lieu d'eau, charrient le silence entre leurs bords et sur leurs rives. Les arbres sont aussi serrés que les pierres de ce mur. Mais les branches des arbres portent, dans l'intervalle des feuilles, un éclat lumineux, et cet éclat lumineux entre les feuilles forme comme les fruits du silence. Bien sûr, vous pourriez dire, c'est un homme qui a bien vu les impressionnistes, l'intervalle entre deux feuilles, l'intervalle lumineux, mais c'est aussi quelqu'un qui a certainement précédé et accompagné les réflexions de Maria Zambrano, Claros del Bosque, les clairières. C'est un monde que nous devons retrouver. Et quand j'écrivais cette préface, c'était les jours de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Et comme par hasard, j'ai vraiment trouvé dans ce livre, que je vous conseille vivement, un passage extraordinaire. C'est l'époque qui a accompagné les destructions en Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale. Et il prend ça non pas comme un signe de perdition, mais comme un signe de méditation. Les cathédrales sont aujourd'hui abandonnées comme l'est le silence. Elles sont devenues des musées du silence. Mais elles sont reliées entre elles, cathédrale à cathédrale, silence à silence. Les cathédrales se tiennent là comme des ichthyosaures du silence et nul ne les comprend. La guerre devait lancer ses obus sur les cathédrales, il ne pouvait en aller autrement. Le bruit absolu tire sur le silence absolu. Bien sûr, derrière ça, il y a les passages magnifiques de Rilke à propos des cathédrales. Il y a bien sûr Proust en mémoire des églises assassinées. Mais cette, comment dirais-je, c'est la constance de l'imaginaire européen. Là aussi, il faut sauvegarder ce qui nous arrive d'un patrimoine de silence, qui est abrité dans notre imaginaire. Ces Europes de cathédrales, ce sont désormais des lieux de silence total, perdus, abandonnés, allés à l'an, dans le désert le plus total. Et pourtant, comme les arbres s'enracinent les uns avec les racines des autres, ainsi de notre imaginaire. Et le silence est la semaille féconde pour entretenir cet imaginaire. Voilà, si je fais un plaidoyer, si quelqu'un connaît un éditeur qui puisse réimprimer L'Homme du néant, Le monde du silence a été imprimé,
Un autre vient d'être traduit en italien, mais demanderait une édition française, La fuite devant Dieu. Là encore, tout ce que le monde contemporain a tellement déconstruit, de sorte que même le néant, c'est-à-dire Hitler, a pu s'installer à l'intérieur de ça. Déconstruire est toujours dangereux parce que tant que vous avez des formes, il faut négocier avec les formes. On peut pas. Mais dès qu'on déconstruit, un espace vide se fait où le néant peut s'installer. En tout cas, c'est la leçon de ces grands maîtres qui passaient le dimanche distribuer les livres à la campagne. Alors, nous avons encore quelques minutes. Je vous remercie. Vous avez été vraiment très patients. J'avais peur qu'avec le baroque, 2 heures, c'était peut-être trop, mais nous avons largement dépassé le baroque. Nous sommes arrivés à nos jours d'aujourd'hui. Et donc, nous avons 5 minutes s'il y a des questions, même très matérielles, parce que je sais bien qu'il s'agit d'auteurs qu'on a un peu oubliés. Alors, je n'ai pas fait de bibliographie pour 2 raisons. La première, parce que la bibliographie de Giovanni Getto est entièrement italienne et donc difficilement lisible pour ceux qui ne connaissent pas l'italien. Et la bibliographie de Jean Rousset est facile. Tout ce qui est encore repérable de Jean Rousset est chez Corti. Donc, il est facile. Malheureusement, pas tout est imprimé, je dirais même, pas tout est réimprimé, je dirais même vraiment l'essentiel, c'est-à-dire l'anthologie, mais c'est peut-être aussi... Oui. Le mythe de Don Juan, c'est un livre qu'on peut encore retrouver? Le mythe de Don Juan, on le retrouve encore, oui. Moi, je l'ai dans l'édition Armand Collin, mais on peut le retrouver dans d'autres éditions. C'est un très beau livre, mais on le retrouve encore. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie infiniment de votre aimable patience. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Shakeh Matossian, qui nous parlera d'un vraiment grand maître qui a traversé toute l'Europe, Georgis Baitrosaitis. Voilà. Donc, à jeudi matin prochain.